Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue aujourd'hui pour un épisode spécial. Si tu ne le sais pas encore, eh bien aujourd'hui j'ai un invité spécial. J'ai un invité qui s'appelle Maxime et une fois n'est pas coutume, forcément Maxime, c'est un garçon. Salut Maxime. Salut Mia, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui sur ta page. C'est top pour moi. C'est pour moi vraiment plus que super important. Donc je suis vraiment ravie que tu me fasses le plaisir de venir ici. Parce qu'en fait, Maxime, il est l'auteur du compte Instagram Papa Fiv. Donc vous allez pouvoir le retrouver. Je mettrai le lien hein, évidemment dans la description de cet épisode. Mais en fait, Maxime, c'est aussi quelqu'un qui passe par un parcours PMA et qui souhaite donner la parole aussi aux hommes et leur expliquer tout ce qu'il y a à savoir parce qu'il y a encore énormément de tabous sur le sujet. C'est ça? J'ai bien résumé? C'est ça, juste le nom c'est Destination Papa Fiv parce que bon voilà, je suis pas encore Papa Fiv donc pour moi c'était important de mettre Destination parce que c'est vraiment mon but et je pense le but de tout homme en protocole mais voilà, sinon c'est parfaitement résumé. Alors, je trouve ça génial parce que dans ce parcours, bon, on est bien d'accord qu'il n'y a pas grand-chose qui s'adresse aux hommes de manière générale. Et donc, c'était quoi l'envie au départ? T'as eu envie de permettre d'aider les autres hommes à obtenir des infos que toi, tu n'as pas eues? C'était ça? C'est totalement ça. En fait, si tu veux, moi, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je suis dans le parcours. Et au début, je cherchais pas mal de questions à mes réponses du côté homme. Et en fait, j'en trouvais pas. Ça n'existait pas. Il y a pas vraiment d'hommes qui parlaient de ça. On pouvait en voir un ou deux de temps en temps sur les émissions de télé qui passaient. Voilà, mais quand même pas de compte de réseaux sociaux ou quoi qui pouvaient t'aiguiller. Et pour moi, c'était vachement important d'avoir un compte un peu relais où tu pouvais prendre un petit peu des informations pour les hommes. Et moi, il n'y a pas du tout de côté macho et tout, parce que des fois, c'est le retour qu'on peut pas me faire, mais me dire, ouais, les femmes, elles en parlent bien aussi. Je suis totalement d'accord. Mais pour moi, je trouve ça légitime qu'un homme en parle et un autre homme. Et il y a pas mal d'hommes qui m'ont dit, effectivement, je préfère que ça soit un homme qui m'en parle. C'est pas du tout macho, mais au moins, on se sent plus légitime à en parler. Donc voilà. Et vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un gros tabou, la PMA chez l'homme et en général la sexualité. Et du coup, moi, c'est pas un problème pour moi d'en parler. Donc c'était important pour moi de pouvoir délier les langues, entre guillemets, en apportant cette page aujourd'hui, quoi. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait, et je te rejoins évidemment, hein, je te rejoins sur le fait que ça reste encore un gros tabou du côté masculin. Moi, tu sais d'ailleurs, c'est 9,9 fois sur 10 sont les femmes qui me contactent en me disant, voilà, on a un couac de fertilité, et c'est même quand l'infertilité identifiée, j'insiste sur identifiée, vient du côté du Ouais. conjoint, c'est souvent la nana qui prend les choses en main et qui se dit, bon bah ok, voilà, je te contacte pour ceci, cela. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que c'est si tabou du côté des hommes? Je pense que ça touche un peu la virilité, si tu veux, ce côté l'humain, l'homme puissant, voilà, qui a pas trop de failles, pas trop de défauts. Et en plus, encore une fois, dès que ça touche en bas de la ceinture, chez un homme, c'est relativement difficile d'en parler. Du coup, je pense que voilà, ça touche à ce côté virilité. T'arrives pas à avoir des enfants, t'as des problèmes de spermatozoïdes et tout. Aujourd'hui, c'est compliqué d'aller voir son ami et de lui dire j'ai des problèmes de spermatozoïdes. Et pourtant, c'est ce qui fait avancer en fait. Aujourd'hui, si tu gardes tout ça pour toi, t'as pas forcément de réponse à tes questions sur un éventuel protocole et tout. Voilà, tu vois, moi avant de commencer le protocole, les spermogrammes, voilà, tout ce qui était varicocèle et tout, j'avais jamais entendu parler. Et pourtant, peut-être que si j'avais su, moi le entre guillemets le projet d'être papa, je l'ai eu très jeune, tu vois, à 20 ans. Pour moi, dans ma tête, j'avais cette envie de paternité.
Et pour moi, bah, j'aurais peut-être fait des tests avant de rencontrer ma femme, avant de faire le projet bébé, si j'avais eu cette possibilité de me libérer entre guillemets l'esprit en me disant, bah, le jour où tu vas avoir un enfant, normalement, il y aura pas trop de soucis. Voilà. Si j'aurais pu le savoir avant, je pense que ça m'aurait aidé. Et aujourd'hui, c'est aussi ça le but de la page, c'est de se dire que aujourd'hui, il y a un couple sur quatre de plus de 30 ans qui galère à avoir un enfant. Il y a énormément de soucis de spermatozoïdes et tout ça. Aujourd'hui, on a par rapport aux années 70, il y a 50 à 60% d'hommes qui ont des problèmes de spermatozoïdes. Donc c'est vraiment un taux qui est énorme. Donc voilà, si on pouvait en parler un peu plus quand on est plus jeune et peut-être faire, je sais pas, mais, je vais m'immiscer un peu dans le côté médecine, mais avoir peut-être des tests un petit peu, tu vois, à 25 ans, d'aller pouvoir faire des tests gratuitement là-dessus. Je pense que ça serait une bonne chose parce que nous, les hommes, on a quand même cette chance-là, le spermogramme, c'est quand même relativement simple à faire, quoi. Donc, tu vas éjaculer dans une boîte à pétri et voilà, nous, par rapport à vous, avec les ovules et tout ça, où il faut faire des ponctions, des choses comme ça, enfin, aujourd'hui, en France, d'ailleurs, on le voit, c'est très compliqué de toucher à l'ovule, quoi. Alors que le spermatozoïde, on peut relativement regarder rapidement. Donc c'est sûr que je pense que ça serait pas mal de mettre ça en place, mais bon, je pense que c'est énorme comme chose à faire. Alors, je te rejoins, bah, je pense que c'est aussi une question d'évolution des mentalités, hein, parce que pour l'instant, l'infertilité, autant la baisse de natalité préoccupe, autant par contre, il se passe rien au niveau des plans d'action pour optimiser la Ouais, fertilité. C'est deux choses différentes. On complet. se contente d'un constat alarmiste, mais finalement, on met rien en place comme action pour optimiser ça. Et pire, je trouve, c'est que, alors je le rappelle pour celles qui m'écoutent et peut-être me découvrent aussi, mais en réalité, l'OMS, en 2010, a décidé de baisser la moyenne des spermogrammes. Donc même aujourd'hui, un spermogramme qui serait censé être normal, en réalité, il ne l'est pas, parce que l'OMS a baissé les valeurs statistiques. Donc c'est important de se dire que même Mhm. quand on a un spermo qui est normal, en réalité, il n'est pas tant que ça, quoi. Donc voilà, Ouais. c'est vraiment un message un peu coup de gueule que j'ai envie de faire passer. Parce que c'est vrai qu'on est catastrophé quand on a un résultat de spermogramme qui est pas bon, mais en même temps, on oublie de dire, que même chez ceux chez qui on dit le spermogramme est bon, monsieur, il n'y a pas à vous en faire, tout va bien, la Il est réalité, déjà moins bien qu'à l'époque. elle est moins bien qu'à l'époque, et c'est pas parce que Ouais. visuellement tout va bien que chromosomiquement parlant tout va bien aussi, d'accord? Donc voilà, c'est deux Ouais, choses. ouais, non mais et c'est vrai que tu as totalement raison et moi j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est vraiment un coup de gueule que j'ai eu, c'est quand je vois tous ces politiques, peu importe le parti, mais qui vient te dire que le taux de natalité baisse à cause des guerres, à cause que les gens n'aient plus d'argent et que ça ne revient, on ne parle jamais de fertilité. Et en fait, je trouve ça fou parce que en fait, ça devrait être les le premier fer de lance, ça devrait être nos gouvernements qui en parlent et parce que c'est pour moi c'est un problème énorme pour le pays parce que déjà quand on est en protocole bah c'est pas évident, on n'a pas forcément le soutien attendu et en plus quand on allume la télé et qu'on nous dit ah bah les gens veulent plus faire d'enfants, c'est n'importe quoi alors que toi ça fait 3 ans et demi que tu galères, ça rajoute on va dire un coup de couteau dans la plaie, je sais pas si ça se dit mais en tout cas c'est le ressenti. Je te rejoins complètement. Moi, c'est un truc qui m'exaspère. D'autant plus que, on va pas faire de politique, mais voilà, je voulais juste clôturer là-dessus aussi. C'est que finalement, on préfère autoriser des pesticides, des polluants, des ci, des là, parce que finalement, économiquement, ça rapporte, mais que d'un point de vue de la santé, ça flingue la santé de l'entièreté de la population. Mais ça dérange personne parce que Et finalement, ouais, ça rapporte. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures hein, à ce niveau-là. Et c'est important de bien faire la distinction entre les constats alarmistes de baisse de natalité et finalement les vrais plans c'est sûr. fertilité. Il y en a aucun, ils sont inexistants. Donc c'est super important. Tu disais justement, et c'est un élément sur lequel je voulais rebondir, c'est que tu disais finalement dans ce parcours, ben, on se sent un peu seul parce qu'on n'a pas vraiment d'aide. C'est quoi la place de l'homme? Est-ce que tu t'es senti suffisamment considéré dans le parcours? Ou est-ce que on t'a un petit peu, voilà, on te laissait venir si tu avais envie, mais où ça Bah n'allait pas plus loin? ouais, c'est totalement ça. En gros, moi, donc ça fait 4 ans qu'on essaye. Le problème vient principalement de moi. J'ai un problème de mobilité de spermatozoïdes, de forme typique. Je suis à 2% de chaque, donc ce qui est très bas. Et en fait, bah ouais, tous les rendez-vous, ça a été. Madame n'a aucun problème. Elle a, enfin, pas de souci entre guillemets visible. Du moins, on n'en a pas détecté aucun depuis 4 ans, donc tout va bien. Mais quand il y a eu des rendez-vous, ouais, on me demandait des fois, bah monsieur, vous pouvez attendre dehors. Je dis bah non, même si c'est un examen gynécologique pour la FIV, en fait, j'aime bien voir comment ça se déroule. Pour moi, c'est hyper important. Et puis en fait, pour moi.
en fait, encore une fois, comme je te parlais tout à l'heure, l'homme doit être fort, voilà, le côté viril. Pour moi, c'est hyper important de la soutenir parce que je sais que, entre guillemets, le problème vient de moi, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, même si c'est le couple. Mais c'est pour moi, c'est totalement, entre guillemets, injuste que ça soit elle qui se tape tout. Et en plus, si jamais, moi, je la soutiens pas dans toutes les épreuves, je me sentirais vraiment mal, quoi. Donc pour moi, non, ouais, je me suis senti un peu mis à l'écart par le côté, on va dire médecine au départ. Moi, on a changé de centre. Là, on était dans le public et on est passé dans le privé. Après, je vais pas parler public parce que c'est très très bien d'avoir des hôpitaux publics en France. Mais bon, pour moi, c'était un peu l'abattoir. Vraiment, ils te prennent ton dossier, ils ne savent jamais qui t'es. Tu vois toujours des gynécos différents et tout. Pour moi, c'est compliqué. Déjà que c'est un protocole où vraiment, bah, faut être focus à 100%. Voilà, être bien dans ses baskets. Quand tu vois des gens différents qui t'appellent par des prénoms qui sont pas les tiens, enfin voilà, ils savent pas pourquoi t'es là, c'est compliqué. Donc nous, on est parti, on a fait le choix de partir dans le privé et d'avoir quelqu'un qui nous suit vraiment. Et depuis là, bah, on m'a fait faire de nouveaux tests, j'en parlerai après, mais voilà, pour dire que ce côté, la place de l'homme, elle est encore compliquée, ouais, ouais. Pour moi, elle est vraiment en retrait. Et il y a beaucoup d'hommes à qui ça plaît d'être en retrait. Attention, moi, j'ai parlé avec beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas trop pourquoi ils sont là, quoi. En mode, bah ouais, mais enfin bon, tu vois, moi, ma chérie, elle a une endométriose, moi, tout va bien, donc pourquoi je serais là? Et moi, en fait, je trouve ça fou parce que dans le sens inverse, ça serait pas possible d'entendre ça, tu vois. Ouais, Et complètement, complètement. Ce serait pas envisageable. euh, Allez, majoritairement parlant, il y a toujours des exceptions, on est bien d'accord, mais c'est vrai que non, ça me semble pas concevable. Et en même temps, tu dis en tant que femme, t'as beau expliquer, tant que l'autre ne l'a pas vu, ne l'a pas vécu avec toi, bah, il ne peut pas imaginer vraiment ce que c'est, ouais, tu vois. Moi, je me souviens que je me plaignais du côté, tu sais, quand t'es vraiment en plein protocole FIV, des examens avec échographie pelvienne, etc. Je me plaignais à mon chéri du temps que ça mettait. Il me disait oui, mais c'est peut-être parce que t'es stressé, c'est peut-être parce que si. À un point tel que finalement, je me suis mise à chronométrer mon rendez-vous pour lui dire, bah non, tu vois, c'était pas juste une impression. Et je me dis que si on l'avait juste laissé venir avec moi, il aurait pu se rendre ouais, compte ouais. par lui-même du côté expédition, chaîne. Enfin, on était vraiment à l'usine, quoi. On était 40 en même temps. Eh oui. Non, Dans non, mais le hall, c'est tu fou. sais, c'est complètement absurde. Et Ouais. donc, je trouve ça génial que tu puisses être aussi impliqué et venir et assister et voir tout ce qui se passe finalement des deux côtés, parce que ça se fait à deux finalement. Ah ouais, non, non, c'est clair. Et du coup, même pour revenir à ça, tu vois, moi, le manque que j'ai eu, c'est rien que dans les salles d'attente. En fait, aujourd'hui, t'as plein de messages pour les mamans, les futures mamans, les femmes en protocole, les couples, mais t'as rien pour les hommes, en fait. Et du coup, moi, je trouverais ça, en fait, assez simple de mettre aussi un numéro vert pour les hommes, quelque chose comme ça, qu'on puisse mettre en place, ou parce qu'en fait, bah, t'as beaucoup d'hommes qui vont au combat sans armes, quoi. Tu vois, en gros, bah, ils vivent le protocole tout seuls. C'est pas forcément le genre de personne qui va aller regarder sur les réseaux sociaux s'il y a quelqu'un qui en parle. Et du coup, bah, ces hommes-là, au niveau de la nutrition, au niveau de l'énergie, au niveau de tout ça, ils savent pas qu'il y a il y a des choses à faire, en fait. Et pour moi, ça serait le b.a.-ba à mettre en place. Et du coup, je trouve ça assez fou que ça se fasse pas plus naturellement. Mais voilà. Je te rejoins à 3000%. De la même manière, j'ai aussi des médecins qui ont tellement tendance à banaliser, de dire oui, mais c'est pas grave. Alors qu'en fait, non, on est là pour responsabiliser les gens et montrer que, bah, si, leur hygiène de vie, leurs actions ont des conséquences et que, bah oui, il y a des choses qui sont à améliorer. Et en même temps, c'est que le début des inégalités, et là, c'est ma casquette de féministe, qui parle, parce que tu vas voir à quel point, quand tu seras papa, tu vas galérer pour changer ton enfant. Moi, je me souviens de mon mari qui pestait parce que quand Ouais. on était en déplacement ou quoi que ce soit, dans les stations-service, n'importe où, tu vas avoir des plans allongés uniquement chez les mamans. Comme si le père était Ouais. invisibilisé complètement dans la prise en charge de son propre enfant. Et je trouve ça, Et mais ouais. voilà, c'est pas possible. On est en 2025 au moment où on enregistre cet épisode de podcast. Ça peut plus durer, quoi. Pour moi, c'est non, on est parents. C'est pas ou papa ou maman. Et c'est pas maman se tape tout et papa Non, joue à non, la PlayStation avec ses c'est clair. copains, tu vois. C'est non, en fait, ça marche pas comme ça. Donc, Oui, oui. Même si ça fait du bien de temps en temps de jouer à la PlayStation avec ses copains. t'es Mais, d'accord. non, non, non. Mais pour madame aussi, tu vois, c'est important d'avoir ces moments. Et après, je pense qu'on va quand même, pour voir moi mes amis qui ont des enfants, on va quand même dans le bon sens. En tout cas pour eux, moi, enfin moi du coup dans mes proches, il y a beaucoup les mamans qui vont faire des soirées entre copines et les papas qui gardent les enfants. Et moi, enfin autour de moi, ça se fait beaucoup et très naturellement. Donc ça, c'est top.
Je pense que pour nos parents dans les années 80-90, c'était vraiment totalement différent. Et du coup, je pense que de ce côté-là, on avance, mais parce que l'humain a mis ça en place. En gros, aujourd'hui, si on laisse gérer le côté politique et tout ça, machin, il y a rien qui avance. Et c'est vrai. C'est Heureusement exactement que l'humain arrive à avancer un peu par lui-même, mais C'est exactement à ça que je veux arriver. En fait, c'est l'humain, c'est l'homme, la femme qui avançons au ouais, sens large, mais c'est pas le côté gouvernemental, politique, etc., etc. Parce que ça n'est que source non, d'inégalité. Et ce côté, tu vois, inégalité que tu peux ressentir par rapport aux campagnes d'affichage, aux messages clés, etc. Pareil pour les salles d'attente des pédiatres et de plein de choses. C'est toujours maman ceci, maman cela. Alors que pour moi, les ouais, deux devraient être vraiment pleinement inclus en fait dans ces messages et les ouais, non, plans c'est clair. allongés, ça doit être partout, hein, sur les autoroutes, enfin voilà, dans les toilettes publiques, ça doit être des deux côtés, pas que chez Ouais. Un maman. vrai message à faire passer, non mais c'est clair. Et puis en même temps, bah après quand tu regardes nos politiques, ils ont tous plus de 80 ans, donc forcément il reste encore les sénateurs et tout. Je pense qu'il y en a pas un qui est en dessous de 70 ans. C'est eux qui décident, donc bon aujourd'hui c'est normal que ça n'avance pas de ce côté-là, on va dire. Ouais, et je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là d'un point de vue comité. Alors j'aurais presque envie de dire comité d'entreprise, tu vois, au niveau des centres PMA, etc. Mais il y a encore, bon, dans certains centres plus que d'autres, mais encore quelque chose de très à l'ancienne, quoi. Et donc c'est vrai que les hommes Ouais. sont relativement exclus des protocoles. Et arrête-moi si je fais erreur, mais j'ai l'impression que ça ajoute encore un poids supplémentaire finalement dont tu te passerais bien. Mais le fait de pas être impliqué, tu vois, dès le départ. Bah en fait je pense que ça aide pas l'homme à prendre des initiatives dans ce parcours. Si entre guillemets comme moi dès le début t'as essayé par toi-même d'aller apprendre un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'il est possible de faire, tout ça, enfin tu te débrouilles tout seul donc c'est relativement ça passe. Mais il n'y a pas cette aide à un papa qui est moins dégourdi là-dessus et qui a pas forcément envie de se prendre la tête. C'est sûr qu'il va pas du tout être aiguillé dans le bon sens, quoi. Il va continuer comme il fait déjà et tu vois c'est voilà encore une fois un rendez-vous, bah s'il y a pas papa aujourd'hui c'est pas grave, quoi. S'il y a pas le l'homme dans la salle, c'est normal, c'est dans la normalité. Aujourd'hui c'est plus entre guillemets anormal d'accompagner sa femme dans un rendez-vous. D'ailleurs j'avais mis un on a regardé un film là sur Netflix qui s'appelle Soif d'amour et qui retrace vachement bien le parcours PMA et du coup en fait t'as ce côté-là un peu dans le film où l'homme il a jamais la chaise en fait pendant le rendez-vous et il déplace toujours une chaise d'un autre bureau à côté, à chaque fois c'est une galère et en fait il pousse vachement là-dessus pour montrer que bah voilà la place de l'homme elle est pas forcément là et je trouvais ça vraiment que c'était un beau clin d'œil dans le film et mais c'est vraiment ça quoi aujourd'hui, hein, c'est clair. Est-ce que tu as eu, toi, des recommandations, des choses où on t'a conseillé en disant, d'un point de vue vraiment au départ médical, est-ce que tu as eu des médecins qui t'ont dit à la suite d'analyses, de résultats, t'ont dit, monsieur, essayez ceci, faites cela pour optimiser. Enfin, voilà. Est-ce que tu as eu des conseils finalement au quotidien? J'ai eu des conseils, oui, j'ai eu, en fait, j'ai vu différents biologistes, tout ça. J'ai une biologiste qui a demandé un petit peu mon mode de vie. Après, moi, j'ai jamais fumé, je bois quasi pas d'alcool, j'ai toujours fait du sport. Après, j'étais chef de cuisine, donc j'ai travaillé avec, on va dire, des hautes températures. J'ai utilisé des produits, des décapes-fours, des choses comme ça, des acides. Donc voilà, peut-être ça pouvait venir de là. Et après, moi, j'ai toujours consommé de l'eau gazeuse et du jus de citron. Voilà, ça a été. Et du coup, une fois, je suis tombé sur une biologiste qui m'a dit, oh, ah non, mais du jus de citron, mais c'est à cause de ça, en fait. C'est totalement à cause de ça. C'est le jus de citron, c'est vraiment. Et moi, j'étais là en mode, attends, c'est quand même fou. Ça a des bonnes vertus, le jus de citron, de là à détruire toutes tes spermatozoïdes. Et elle était sûre et certaine que ça venait de là. Donc, pendant la dernière FIV qu'on a fait, j'ai arrêté le jus de citron pendant 2 mois et demi, 3 mois. Ça a été un drame pour moi parce que j'adore ça. Et au final, ça a rien changé, même peut-être même le spermogramme était pire. Donc voilà, mais voilà. Après oui, il y a eu beaucoup de conseils pour surtout les médecines énergétiques, la médecine chinoise. Nous, on a tout essayé. En fait, quand t'es dans le protocole, de toute façon, toute aide est la bienvenue. Donc on a vraiment tout essayé. Et on a fait de l'acupuncture et tout. Et voilà. Et ma femme, je sais qu'elle est très friande de ça, très adepte. Donc on continue aujourd'hui. Mais euh, mais ouais, du coup, on a tout testé, écoute, tout ce qu'on nous a dit, ça a marché pour certains, voilà. Donc, on met toutes les chances de notre côté, on essaye, voilà. Mais après, il n'y a pas eu vraiment d'autres conseils médicaux à part utiliser les vitamines qu'on vend en pharmacie, les choses comme ça.
Oui, qui 9 fois sur 10 sont bourrés de Voilà. trucs pas top d'ailleurs, hein, Voilà. voilà. Il y en a C'est qui clair. sont bien et puis il y a les autres. Et vraiment, petit rappel, c'est pas parce que c'est Oui, vendu en pharmacie que c'est de la qualité. Voilà. Je préfère le dire parce que c'est oui, vrai que je vois c'est des clair. trucs passer et je me dis, mais ah, on en est encore là à prescrire des trucs qui sont pas complets, qui sont insuffisants. Ouais. Et tu vois, voilà, ça ce sont des choses aussi. Tu sais, moi, on m'a dit, ah oui, si ça vous fait plaisir de prendre des compléments. Non, en fait, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est que quand tu regardes mes analyses, je suis carencée, j'étais dans le rouge à tous les niveaux. Et donc, quand j'en ai pris Il conscience, faut, non, c'est il y a important. un stade où c'est pas que ça te fait plaisir, c'est que tu en as besoin, en fait, pour fonctionner normalement. Donc, voilà. Mais ça m'intéresse et ça Ouais. m'interpelle toujours autant de voir à quel point, finalement, on se concentre uniquement sur le pur médical et on oublie qu'à la base de tout ça, on est censé avoir un corps qui fonctionne et que non, la baisse de la qualité des spermatozoïdes n'est pas liée au jus de citron, hein. On est bien d'accord là-dessus. Non, non, mais du coup, ouais, c'était... Bon, écoute, j'ai quand même écouté l'avis du médecin professionnel, bon. Après, j'étais juste un peu plus déprimé parce que j'avais pas mon jus de citron. Mais- Oui, et au final, je sais pas ce qui est le pire, tu vois, dans l'idée. Ouais, c'est ça, je pense que ça a pas aidé. Écoute, ça aurait marché à ce moment-là, j'aurais dit, waouh, le jus de citron, c'était vraiment, ça marchait pas, quoi. C'était à cause de ça. Mais J'adore, non. j'adore, j'adore. Mais oui, exactement, tu vois, donc c'est quand même très intéressant. Au niveau des examens, parce que c'est vrai que, bon, autant, alors moi j'adore ton discours qui est de se dire, bon, bah finalement, nous, le spermogramme, en gros, c'est pas grand-chose comparativement à ce que les femmes doivent endurer. Et en même temps, j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Et je pense qu'on n'imagine pas à quel point de femmes qui me disent, mon chéri, vraiment à repousser le plus loin possible le moment du spermogramme, voire dans certains cas refuse, etc., etc. Comment est-ce que toi, tu envisages la chose? Pour toi, c'était une évidence. Ouais, pour moi, c'était évident. En fait, si tu veux, quand tu vois le parcours de ta moitié qui endure bah, pendant les protocoles, toutes les piqûres, toutes les hormones qu'on vous inflige dans le corps, tout ça, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller me plaindre pour aller, entre guillemets, éjaculer dans un pot enfin, non. Enfin, il y a pire comme moment, on va dire. Hein, et tu vois, quand je me suis fait opérer de ma varicocèle stade 3, ouais, là, c'est pas du kiff. Mais même ça, je veux dire, c'est pas douloureux. Voilà, tu vois, moi, au début, j'appréhendais un peu. Parce que je me dis, ouais, quand même, varicocèle, ça touche aux testicules, machin. T'as quand même une opération qui est pas trop bénigne. Et en fait, bah, du coup, non, t'as même pas une anesthésie générale, tu vois, c'est en local. Non, ça va, il y a pire, t'es un peu shooté, mais voilà. Alors, je vais peut-être juste me permettre d'expliquer ce que c'est qu'une varicocèle, parce que Ouais, voilà, je ouais, me dis qu'il j'avoue, y a, ouais, il y a pardon. des personnes qui nous écoutent et qui ne sauront Ouais, peut-être pas ce que c'est qu'une varicocèle. Et en fait, c'est, on va dire, c'est un peu comme une varice quelque part, mais qui se positionne au niveau des testicules, sauf que dans certains cas, ça réduit considérablement la qualité des spermatozoïdes, et puis ben, ça amène aussi une chaleur quand même qui est c'est plus ça. importante au niveau Ouais, testiculaire. Et donc voilà, ça peut effectivement avoir un gros impact selon les profils et les personnes, mais ça peut avoir un gros impact au niveau de la production des spermatozoïdes et de leur qualité. Donc voilà, de temps en temps, on a besoin de venir faire ce qu'on appelle une embolisation, hein, donc c'est de venir un peu je vais assécher finalement cette veine. ouais, ouais. C'est un peu ça, donc ça s'appelle vraiment une embolisation, et donc c'est l'idée. Et donc c'est vrai que c'est une intervention médicale quand même, hein, c'est pas Ouais, rien. Donc ouais, c'est normal que ça te stresse, que ça t'angoisse quand ouais, c'est même, ça. parce que ça reste une intervention. Mais c'est vrai que comme tu le dis, finalement, bon, ça passe relativement bien. Bah, c'est ça, parce que, tu vois, encore une fois, c'est pour ça que je trouve que ma page, elle était importante, parce que ce genre de choses, tu le sais pas vraiment. Enfin, moi, j'ai jamais eu de retour sur ce que c'était une embolisation des testicules, tout ça. Et quand tu regardes sur Internet, bah, tu vas tomber sur Doctissimo et le mec, il a fait une embolisation, il s'est réveillé, il avait plus de testicules. Enfin, non, mais du coup, bah, t'as des exemples comme ça. Pour moi, c'était important d'avoir cette page pour pouvoir dédramatiser ce genre de choses en fait. De dire les gars, c'est même si ça touche aux parties intimes, ça va, il y a pire. Faut pas trop stresser là-dessus. Ah oui, oui, je te rejoins à 3000%, c'est super important. Ça, c'est vraiment essentiel. Dans les examens que toi, tu as dû passer, bon, de manière générale, il y a effectivement le spermogramme, c'est l'examen classique par lequel tous les hommes doivent passer. Est-ce que toi, tu as passé d'autres examens? Bah du coup j'ai eu un spermogramme un peu plus poussé avec le bleu d'aniline, je crois le nom. Oui. Je crois pas me tromper. Mais ça c'est plus destiné à la science. En gros, quand j'ai fait mon premier spermogramme, on m'a dit, écoute, t'as quand même un spermogramme atypique avec bon,
temps tes formes qui sont totalement atypiques et ta mobilité. On comprend pas trop pourquoi, donc on aimerait bien que tu en refasses un dans quelques mois, dans 3 mois, pour pouvoir aider la science avec du bleu d'aniline, tout ça machin. Et mais par contre, j'ai jamais eu de retour là-dessus. Tu vois. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que on te dit que tu vas aider la science, mais t'as jamais aucun retour sur les examens qui ont été faits là-dessus. Et tu vois, après j'avais demandé, on m'avait dit non, non, mais c'est les examens, ils se font plus haut. Maintenant, c'est parti, c'est même pas nominatif votre truc, on retrouvera jamais quoi. Et ça, j'avais trouvé ça un peu dommage. Après, au niveau des examens, bah c'est pour les varicocèles, en fait, tu vas avoir un échographe simplement qui regarde un petit peu. Le premier échographie que j'avais fait, la varicocèle était de stade 2, donc on m'avait dit bon, c'est impossible que ça ait un effet sur le spermogramme. Et en fait, j'ai été voir un autre échographe spécialisé dans la sexualité 2 ans après, et il m'a dit non mais en fait c'est une varicocèle stade 3 et c'est totalement possible que ça vienne de là. Donc tu vois, encore une fois, ce côté médecin un petit peu, il y a des médecins des fois ils veulent pas te dire qu'ils savent pas, donc ils disent bah ouais je sais ça c'est ça. Et enfin c'est moi ce que j'en retiendrai en tout cas de ce protocole, c'est vraiment d'avoir entre guillemets plusieurs avis, de pas se fier à ce qu'on te dit forcément, de dire ouais lui c'est un grand ponte et c'est vraiment le meilleur gynéco, le plus ancien machin, parce que j'ai plein d'histoires de couples, leurs problèmes ils ont été résolus par une petite jeune qui était passionnée par telle ou telle chose dans la FIV, et du coup c'était pas le grand ponte qui leur disait tout va bien se passer, n'y pensez pas machin là, là. Et donc Dans la voilà, tête. Faut lâcher c'est prise. vraiment ouais, ça c'est vraiment c'est ça. Et du coup moi je dis il faut vraiment avoir entre guillemets un vrai feeling avec la personne qui s'occupe de nous, le gynéco. Faut vraiment avoir un bon ressenti, et j'en parle avec beaucoup de papas qui sont dans mes portraits de la semaine et qui pour eux ils sont en fait tout le monde a été déçu au moins une fois dans le protocole par des retours, des c'est vrai, aujourd'hui il y a des médecins qui nous parlent comme si on était du bétail. Après il y en a vraiment d'excellents qui parlent avec beaucoup de pédagogie et tout ça, et c'est ça qu'il faut en fait, quelqu'un qui a pas d'empathie et qui te parle comme si tu avais une simple grippe. Bah en fait c'est hyper dur moralement. Mais je m'égare un peu de ta question, mais voilà. Non, mais en même temps, c'est parce que ça fait partie de ce que tu traverses et c'est de ce qu'on traverse tous, hein, à un moment. Moi, je dis toujours, en fait, dans le médical, il y a vraiment, vraiment des perles. Il y a des gens qui sont passionnés, qui sont motivés. Faut juste les trouver. Voilà. Si je prends l'exemple des huîtres, c'est qu'il faut ouvrir beaucoup d'huîtres avant de trouver une perle et que, ben, Ouais, le ouais. médical, c'est un peu pareil. Des médecins, oui, il y en a plein, mais les perles, bon, bah voilà, ça court pas les rues. Alors, quand je dis des perles, c'est pas que la personne qui est hyper bienveillante et qui va te dire ah ça va super bien se passer alors qu'en fait bah elle en sait rien quelque part. Mais c'est quelqu'un qui a à la fois les compétences, la pédagogie et qui en même temps est force un peu de moteur quoi, de se dire bah on va creuser, on va comprendre, on va avancer et qui reste quelque part positif selon les états positifs et réalistes. Hein. Attention, l'idée c'est pas de vendre du rêve et de la paillette. Si Non. derrière les résultats sont pas bons, ils sont pas bons, il faut pouvoir le dire, mais pas n'importe comment, quoi. C'est qui est vraiment une prise en charge réelle. Je te rejoins à 3000%. Voilà, c'est pas toujours et ça concerne pas que le domaine de la fertilité d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai été Non. opérée du genou par un grand ponte et vraiment, ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Donc J'ai plus plus de jamais. genoux. Voilà, c'est pas loin. Donc vraiment, ça c'est un Oui, truc. oui, non, c'est vraiment la médecine en règle générale. Hein. Je pense que c'est pas ouais juste quelque chose par rapport à la FIV, c'est vraiment dans la médecine en règle générale. Oui, et Mais après, encore une fois, je leur jette pas la pierre non plus parce que pour beaucoup, n'oublions pas qu'il y a énormément de choses qui sont enseignées par des labos pharmaceutiques et que donc du coup, dans le parcours, bah, on leur apprend à prescrire et pas forcément à creuser pour comprendre. C'est une manière de voir qui est complètement différente. Et puis, bah, c'est vrai aussi que si je prends l'exemple d'une pathologie féminine qui est l'endométriose, elle n'est enseignée en fac de médecine que depuis 2020. Donc, il faut ouais, pas s'étonner que les mecs et les nanas évidemment, c'est sont sûr. complètement Ouais. à la ramasse sur ce sujet-là. Voilà, et c'est le cas pour plein de pathologies, évidemment. Ok, moi il y a un examen que je trouve vraiment très pertinent, surtout quand on a des difficultés au niveau de la motilité et ou en même temps comment dire, de la forme des spermatozoïdes, c'est le test de fragmentation d'ADN. Je trouve que c'est vraiment un test qu'on fait passer de manière beaucoup trop insuffisante. Ouais. Et Qu'est-ce ça, que je tu l'ai en fait du penses? coup. Ouais, j'ai même pas fini sur ce que j'avais fait en opération, mais je l'ai fait du coup depuis que je suis dans la clinique privée. Et du coup, ouais, en fait, ils se sont aperçus que j'avais une fragmentation ultra élevée, 65%.
Du coup, donc ça veut dire que pendant 2 ans et demi, bah, on travaillait pas du tout là-dessus parce que pour eux, j'avais jamais fait le test de la fragmentation, donc voilà. Et là, du coup, on est passé dans une nouvelle FIV qui s'appelle la FIV Pixie, donc qui est la XI 2.0 et qui est en fait, pour une petite explication, en fait, c'est pour trouver justement le bon spermatozoïde qui n'est pas fragmenté. Alors pour ça, ils mettent de l'acide hyaluronique dans une boîte, ils font la petite course de spermatozoïdes et en fait les seuls qui vont traverser l'acide hyaluronique et ressortir entier, c'est ceux qui sont pas fragmentés. Donc voilà, c'est vraiment là, c'est en phase de test en France et on a eu la chance d'avoir une clinique où ils le font. Après, on n'a pas eu encore tenté parce que malheureusement la première tentative, Madame était en hyperstime et du coup il y a eu des soucis au niveau ovocitaire et du coup on n'a pas pu faire la Pixie. Mais la prochaine là, avant l'été, normalement ça sera une FIV Pixie. Génial, c'est super intéressant parce que tu vois, c'est vrai que ben on va comparer ce qui est comparable. France, Espagne, il y a quand même un monde d'écart entre les deux en termes de technique. C'est vrai que Ouais, si je prends l'Espagne, il y a quand même plus de triple sélection spermatique, ce que la France ne fait pas généralement. On se contente d'une sélection visuelle. ouais, Et la sélection visuelle, ben, ça marche pas, quoi. ouais, Et c'est vraiment problématique. Et j'en reparlerai, je pense, lors d'un épisode qui sera consacré aux dons, dons de sperme notamment, dons de gamètes, mais dons de sperme aussi. Je vois énormément de personnes qui me disent, mais Mia, je comprends pas, je fais appel à un don de sperme, et pour autant, quelque part, on voit que la qualité, elle est pas au rendez-vous. Donc, il y a vraiment des choses qui sont améliorées à ce niveau-là. Et donc, tu fais bien d'en parler. C'est vrai que la FIV Pixie, c'est pas encore quelque chose de répandu, hein. non, C'est des non, non, ouais, phases. c'est récent et ça coûte très Quand cher. même. Voilà, ça coûte aussi. T'as une idée du budget pour la fille Pixie? On m'avait dit que la boîte avec l'acide hyaluronique et tout ça, c'est 20 000 euros. Donc juste pour cette petite boîte pour le test. Et en fait, c'est aussi beaucoup plus long. Si tu veux, là où une FIV XI classique va prendre 15 minutes, une FIV Pixie, c'est 1 heure et quart. Donc au niveau des labos, de la biologiste et tout, bah ils peuvent pas en faire pour le nombre aujourd'hui de FIF qu'ils font, voilà quoi. Il va forcément choisir. Moi j'avais entre guillemets la chance d'avoir un spermatozoïde tellement mauvais que je faisais partie des gens qui ont été choisis, mais parce que mon taux de fragmentation est super élevé, genre et tout ça, mais pour l'instant ouais, il faut vraiment avoir des résultats vraiment très très mauvais pour pouvoir avoir la chance de tenter une FIF Pixie. Oui, alors après, peut-être que d'ici 10, 15, 20 ans, ça fera partie des process, j'ai presque envie de dire, standardisés, ou en tout cas une des options proposées de façon courante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, on a encore beaucoup à progresser à ce niveau-là, parce que à la fois en termes de législation, à la fois en termes de budget, enfin voilà, il y a énormément de choses que tout ça soulève. Moi, je pense aussi, tu sais, à tout ce qui est DPI, hein, les diagnostics préimplantatoires, etc. Moi, ça me rend malade Ouais. qu'on implante des embryons dans le corps des femmes alors qu'on pourrait savoir que ceux-là, de toute façon, ne vont pas se développer. Ah Donc, bah, ah oui, tu prêches un convaincu. Moi, encore une fois, je me sens pas légitime à parler d'ovules, de choses comme ça, mais je comprends pas qu'en France, si tu veux, tu vois, nous, la dernière tentative, on nous a dit, oh, alors que ça fait 4 ans qu'on essaye et qu'on nous dit les ovules de madame, ils sont extraordinaires, il y a aucun problème. Et là, la dernière tentative, on nous a dit, ouais, j'ai jamais vu des ovules comme ça, c'est une catastrophe. Et en fait, t'es là, bah d'accord, c'est une catastrophe, ok, mais on aimerait bien savoir ce qu'ils ont, quoi. On pourrait pas les tester plutôt que parce que du coup, ils les congèlent. Et bah non, on n'a pas le droit, c'est interdit en France de faire des tests sur les ovules. Mais t'es là, mais attendez, enfin, c'est genre là, vous êtes en train de me dire que l'ovule est catastrophique, vous avez jamais vu ça, et vous n'allez pas faire de test dessus, plutôt vous préférez les congeler, c'est-à-dire pour refaire une tentative avec des ovules que vous jugez catastrophiques, je comprends pas le concept, quoi. Et en fait, ah bah non, en France c'est interdit. C'est déontologiquement, pardon, enfin genre non mais c'est et moi ça me rend fou parce que on est quand même un pays ultra avancé, la France, on est franchement c'est et du coup bah moi je trouve ça fou qu'il y ait d'autres pays où ça pose aucun problème et que nous on est obligé de partir dans certains pays qui sont pour la plupart voilà beaucoup plus moins avancés que nous sur plein de domaines et pourtant dans le domaine de la fertilité et tout ça ils ont 12 TGV d'avance et moi je trouve ça incroyable quoi. c'est tellement vrai parce qu'effectivement, hein, en France, il y a vraiment, alors, en Belgique un peu moins, mais c'est vrai que, voilà, quand même, il y a toujours cette idée de, et j'entends, hein, j'entends et je comprends la raison évidemment qu'il y a derrière, mais
je sais que c'est effectivement limité pour des raisons éthiques, pour éviter qu'on aille sélectionner hein, sur base de sexe, sur base de QI, sur base de plein de choses qu'on pourrait faire évidemment au préalable. Et j'entends les dérives potentielles. Et en même temps, je me dis, ben, eux n'entendent pas la douleur et la souffrance des couples qui essayent depuis tant d'années Oui. et qui se voient finalement transférer des embryons qui ont zéro chance de se développer. Et qui finalement vont aussi amener à des arrêts de grossesse, vont amener à des choses qui sont extrêmement douloureuses, vont faire perdre un temps précieux aussi, pour finalement qu'arriver à un certain stade, on vous dise désolé, on peut plus rien faire pour vous parce que vous avez dépassé l'âge, parce que la Ouais. qualité ovocitaire n'est pas bonne, parce que si, parce que là, et donc aller en Espagne, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc Bah, c'est voilà, ça. Et moi, c'est je trouve ça révoltant. fou. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est incroyable. Et c'est, ouais. Le moral, du coup, quand c'est comme ça, de se dire, bah, même nous, hein, on y pense, à l'Espagne, de se dire, bah, si jamais ça, en fait, on devrait même pas avoir ça en tête, de se dire, bah, si ça marche pas, là, on a 4 tentatives, si ça marche pas, on va aller en Espagne. En fait, ça devrait même pas être dans un coin de notre tête, quoi. On devrait être rassuré par des médecins qui disent, non, mais attendez, on est dans le pays où, vous inquiétez pas, ça marche à tous les coups, machin. En France, en Espagne, il y a des packages entre guillemets, tu payes le all inclusive, t'es sûr d'avoir un enfant. Alors tu payes 15 000 euros, mais par contre, peu importe tes soucis, t'auras un enfant à la fin. Et en France, c'est pas possible d'avoir ce genre de choses. Et moi, je trouve ça fou qu'en fait, Alors, que un pays qui est pas le nôtre, ils nous disent, vous inquiétez pas, nous, on va vous le donner, l'enfant. Bon, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de l'intox ou quoi? Bah, voilà. Moi, rien que de se dire, je pars dans un programme où c'est sûr que je vais avoir un enfant, bah, putain, je suis remonté comme un coucou et vas-y, quoi. alors il y a ça, et puis tu vois, il y a le fait aussi de se dire, on a des taux en France et même en Belgique hein, qui sont finalement encore tellement, tellement bas. Et en fait, ça rajoute un truc qui pour moi était une injustice énorme, c'est que moi j'entendais de gens qui veulent bien faire, évidemment, tu sais, les fameuses remarques maladroites que tu fais entendre entre les parents en vacances, faut que tu lâches Ouais. prise, t'es trop stressé, etc. Moi j'avais, bah oui, mais bon, en gros, il y a qu'à aller en PMA, quoi. Et Ouais. quand on regarde aujourd'hui les statistiques, c'est alarmant. On voit que plus de 59% des couples, après 8 ans de PMA, n'ont toujours pas d'enfants issus de la PMA. Ouais. Donc heureusement, il y a aussi des grossesses spontanées parce que voilà, il y a plein de raisons où il suffit d'un seul hein, spermatozoïde, il en faut pas des dizaines. Donc Oui, un seul oui. et hop, ça passe et tant mieux, ça fonctionne. Donc on peut malgré tout avoir des grossesses spontanées, même avec des insuffisances ovariennes, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve que ce sont des statistiques alarmantes et on parle toujours de baisse de natalité et en même temps, on a ces stats-là qui sont alarmantes et on se dit, ben, on continue, on change rien, on continue à faire finalement ce qui marche pas ou en tout cas ce qui marche trop peu au lieu de se remettre en question et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire autrement, différemment, de plus, de moins, de comment on peut simplifier les choses, améliorer, accélérer le process. Ben non, là pour l'instant, il n'y a personne qui remet tout ça en question. Et donc c'est vrai que c'est si on peut chacun finalement à la fois, une personne à la fois donner un petit coup de pied dans la fourmilière, je me dis peut-être qu'au bout d'un moment, ça finira par changer Ouais. les choses, quoi. Ouais, ouais, mais elle est dure à bouger, cette fourmilière. C'est un vrai paquebot, on est bien d'accord. Tu sais, c'est le degré. Ouais, Euh, donc ça met longtemps, mais en tout cas, c'est important de se rendre compte que bah non, il n'y a pas qu'à aller en PMA parce que c'est pas une garantie. non. Hélas, moi j'aimerais que ce soit une garantie, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Il n'y a pas que à partir en vacances, il n'y a pas que à arrêter d'y penser. Enfin, faut arrêter avec tout Ouais, ça. ouais, non, c'est clair. Quand on est dans ce parcours, on se rend bien compte de la complexité et que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Donc qu'est-ce que C'est tu aurais sûr. envie de C'est sûr. passer comme message aux personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu as un conseil à donner? Alors, conseil ou message, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de communiquer? Bah, c'est des conseils assez bateaux, mais en fait, moi, je vais surtout parler pour les hommes et essayer vraiment d'accompagner madame au maximum, d'être là et d'être hyper impliqué parce que c'est vraiment quelque chose d'ultra difficile à vivre, ce parcours, et je pense que vous en avez tous conscience. Et pour moi, c'est tellement important d'être solidaires l'un et l'autre. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme incroyable et qui est un vrai pilier pour moi. Et en fait, on se soutient vraiment à 3000% quand elle a un petit coup de boost et un petit coup de mou, pardon, et moi également. Bah, en fait, on est chacun l'un pour l'autre. Et voilà, et en plus avec le taux d'hormones et tout qu'on vous met, qu'on vous inflige, tout ça, c'est hyper difficile, bah voilà, de garder entre guillemets la totale lucidité, la tête froide et tout, d'être bien dans sa peau, tout ça. Donc si nous derrière on lâche, on n'est pas votre pilier également, ça, il y a un moment où ça matche pas et ça apporte pas de bonnes ondes. Après, d'autres conseils, c'est voilà, continuer
à vivre, continuez à faire du sport, voilà, faites-vous plaisir, continuez à, malgré tout, même si c'est un parcours ultra difficile qui joue sur le mental et tout, essayez de voilà d'aller toujours vers l'avant parce qu'il y aura toujours un moment où ça va marcher, et peu importe le temps que ça prend. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire, même si les FIV ça ne marche pas, il y a d'autres choses à faire derrière et on finira toujours par réussir notre envie de paternité, de maternité et voilà. Après, c'est un peu simple à dire, mais moi je suis en plein dedans, ça a jamais marché, ça fait 4 ans, et pourtant moi je reste positif et même si des fois c'est dur, il faut garder le cap et il y aura toujours un jour où ça marchera. Moi j'ai des exemples autour de moi qui avaient des parcours entre guillemets beaucoup plus difficiles que moi, des pathologies beaucoup plus difficiles et qui aujourd'hui sont papa, maman. Et du coup, ça donne énormément d'espoir. Donc voilà j'ai pas vraiment de message parce que je suis pas vraiment totalement légitime à avoir un message pour tout le monde et voilà, mais en tout cas, voilà, garder le cap et voilà. Ouais, alors je trouve ça génial parce que tu dis, ouais, je suis pas légitime. Bah si, parce que tu es dans le parcours et tu sais ce qui fait du Ouais. bien et tu sais ce qui peut compliquer les choses. Et je te rejoins. Moi, je me souviens avoir mis ma vie entière entre parenthèses pendant 4 ans et demi et c'était une erreur monumentale d'arrêter de vivre, tu vois, Ouais, pendant ce temps-là parce que finalement, un beau matin, tu te réveilles et tu dis, mais oh, j'ai perdu 4 ans de ma vie, quoi, en ouais, fait. c'est clair. Donc voilà, c'est un message qui vaut le coup d'être rappelé. Donc merci de le faire parce que je crois que ça vaut vraiment la Ouais, peine. Ça vaut vraiment la peine. et Alors ouais, moi, ouais, parce qu'on y a tous été pendant la première FIV, tu vois, à ne pas sortir, ne pas faire, tu vois, tu sais jamais trop s'il faut aller faire du sport, quand il y a eu un transfert, et c'est vrai qu'en fait, il faut juste continuer de vivre naturellement et en fait faire comme tout le monde, quoi, comme une personne qui tombe enceinte naturellement, elle continue de vivre, elle est pas au courant, donc elle continue de faire sa vie et ça marche très bien, donc voilà, continuez votre vie comme ça, après, voilà, et ça sera que du positif. Génial. Alors moi de mon côté, bah, je sais que tu fais pas mal de partages, d'appels, j'ai presque envie de dire de témoignages en tout cas, hein, de partages masculins sur la PMA, Ouais. sur le parcours en tant que tel, les essais bébés. Donc si les filles, puisque je m'adresse aux filles, puisque les filles, c'est vous qui m'écoutez de manière générale, mais si vous avez envie déjà de passer cet épisode à vos chéris, faites-le vraiment. Je trouve ça super important que entre hommes on puisse, enfin, vous puissiez parler, avoir un écho au niveau de la fertilité. Je trouve ça essentiel. Mais si en plus il y a des hommes qui veulent venir parler et partager leur parcours, je pense que tu te feras un plaisir de les recevoir, de les accueillir. Ouais, ouais, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en gros, moi j'ai essayé depuis la création de la page, bon elle est pas vieille, elle a 1 mois et demi, mais de faire un portrait de la semaine tous les mercredis, d'avoir un papa ou un futur papa différent qui vient raconter un petit peu son histoire. Du coup, ça peut être de manière anonyme ou en vidéo non anonyme, avec voilà, en écrit ou en vidéo, et c'est hyper important pour les autres hommes d'avoir entre guillemets tout ce panel d'hommes différents avec des histoires différentes parce qu'en fait, dans cette grosse communauté, en fait, on trouve toujours une histoire qui ressemble à la nôtre. Et ça peut donner vachement d'énergie, ça peut donner vachement de conseils et tout. Donc franchement, pour moi, c'était hyper important de faire ça sur la page. Déjà d'une pour casser les tabous, de délier un petit peu les langues et en fait, les hommes ont beaucoup de choses à dire, donc c'est hyper important. Donc si jamais ouais, vous voulez parler sur la page et faire partie des portraits de la semaine, vous n'hésitez pas à m'écrire et ça sera avec grand plaisir qu'on pourra faire ça ensemble. Génial. Alors moi, je vais mettre évidemment l'URL de ton compte Instagram dans la description de cet épisode. Donc les filles, si vos chéris veulent participer, ce sera avec vraiment grand plaisir. Je crois qu'il y a besoin de libérer la Ouais. parole autour de ça et de comprendre que infertilité et virilité, ce sont deux choses différentes et que l'infertilité, ça vous définit pas, hein. Ouais. C'est un parcours de vie, c'est une expérience, j'ai presque envie de dire, comment dire, une difficulté dans le parcours, mais ça ne vous définit en rien. Il y a plein de positivisme, il y a plein d'espoir à aller chercher dans tout ça. Et puis il y a plein de gens qu'on peut prendre en exemple aussi pour se dire, bah voilà, c'était compliqué pour eux, mais ça a fini par fonctionner. Donc je continue à m'accrocher et je fais tout ce que je peux pour que ça marche. Donc génial. Ouais, c'est clair. C'est parfaitement résumé. Génial. Merci beaucoup en tout cas Maxime pour ta venue sur ce podcast. C'était un plaisir de t'accueillir. Écoute, merci à toi, franchement. Super. Les filles, je compte sur vous. Vous faites passer cet épisode à vos chéris. Moi, je vous retrouve évidemment, comme chaque semaine, dans un prochain épisode. Et puis d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.